Alors j'ai dit ce matin combien nous étions heureux d'accueillir Laurent Berger. Je ne dis pas que c'est un des hommes les plus puissants de France devant lui, mais vous le savez bien, on recevra aussi des parlementaires. Je ne suis pas certain que dans le système actuel, il y ait beaucoup de parlementaires qui aient l'influence d'un secrétaire général de la CFDT. Mais enfin, on le verra demain. Ils sont là pour l'instant en journée parlementaire, justement. Donc, très heureux de vous accueillir, Laurent Berger. Peut-être on a convenu de dialoguer ensemble autour de quelques axes. Le premier, c'était peut-être, vous êtes là devant des directeurs d'EHPAD, dont peut-être certains, sûrement d'ailleurs, dans cette salle, sont pour un certain nombre d'entre eux à la CFDT. Il y a un syndicat qui s'appelle le Syncas CFDT, notamment dans le secteur public, qui a toujours été très actif dans le domaine du grand âge. Et la première chose peut-être sur laquelle on voulait vous entendre, c'est que devant une salle de directeurs d'EHPAD, 18 mois après le début de cette crise sanitaire, où les EHPAD ont été évidemment au cœur du débat, parfois même de la polémique, quelles leçons vous-même, dans une centrale syndicale comme celle de la CFDT, quelles leçons vous tirez de cette longue période, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait terminée, et peut-être aussi quel message passer à ces directeurs, à ces salariés, à ces entrepreneurs, il y a les deux dans la salle, qui viennent du secteur privé, du secteur public, peu importe, mais qui ont été en première ligne de cette crise, eux comme directeurs, mais il y a aussi évidemment l'ensemble des salariés qui constituent les équipes des EHPAD. Peut-être vous entendre sur ce point-là, pour commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation, c'est un plaisir d'être là. C'est aussi un peu un défi parce que les meilleurs connaisseurs du secteur, ils sont là et pas au pupitre. Ce que cette crise a révélé d'abord, c'est ce que nous étions nombreux à dire depuis de nombreuses années, j'imagine, et vous et nous, à la CFDT, c'est une sous-dotation financière et humaine dramatique. C'est ça que ça a d'abord révélé cette période. Elle a aussi mis en avant que le secteur médico-social n'était pas toujours dans le scope quand on traverse une crise sanitaire comme elle a démarré, et comme on la connaît encore, même si c'est un peu différent de 2020, que le secteur médico-social n'était pas dans le scope notamment des ARS. On sait par exemple que sur les équipements, les protections individuelles, il a fallu, ça a un peu tergiversé. Donc c'est d'abord ça que ça a révélé, et pour nous il y a deux grandes leçons à en tirer. C'est que le secteur a besoin de professionnels formés en nombre suffisant. Le secteur du grand âge nécessite des investissements immobiliers, des financements. Et c'est ça que ça a mis en avant, en montrant que ça correspondait évidemment aux besoins des usagers, mais ça correspondait aussi à une vraie volonté des professionnels, des salariés, des agents, selon les cas, d'accomplir leur mission sans avoir de conflit d'éthique professionnelle. On a eu à ce moment-là beaucoup, en tout cas parmi nos adhérents, beaucoup qui ont remonté ce type de conflit d'éthique professionnelle. Puis le deuxième enseignement quand même, et vous connaissez mon franc-parler, c'est qu'on a eu deux situations différentes en fait dans les établissements. Là où le dialogue social était engagé, était sincère, était réel, vrai, eh bien les équipes, dans une situation de crise, dans une situation difficile, ont pu trouver les réponses. Là où il n'y a pas eu de dialogue social, on a eu des situations très compliquées. Par exemple, le confinement avec les résidents forcés, il y a eu des fois des cas de volontariat, mais pas toujours. Par exemple, des situations professionnelles de tension importantes. C'est-à-dire que si le message, puisque vous me demandez un message à passer, c'est là où le dialogue social, dans les situations de crise, a été opérant. Ça ne veut pas dire que la crise était facile, mais elle a été mieux traversée que là où il y a eu davantage de verticalité de la part des directions. Alors, au-delà de ces leçons ponctuelles, de manière plus générale, alors dans les partis politiques, on remarque parfois que la question du vieillissement n'est pas toujours traitée à la hauteur du défi qui est devant nous. Comment la question du vieillissement, dans toute la palette des sujets que vous avez à traiter dans un syndicat comme la CFDT, comment la question du vieillissement se pose? Est-ce que vous l'abordez régulièrement dans vos instances? Est-ce que vous considérez que c'est effectivement un sujet, comme on l'a vu là, au même titre que la révolution environnementale,
J'ajoute qu'avec Thierry Baudet, devenu maintenant ancien président de la Mutualité, devenu président du Conseil économique, social et environnemental, vous avez à un moment donné, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, parler du pacte, d'un pacte du pouvoir de vivre, et cette question du vieillissement d'ailleurs était abordée. Donc voilà, comment la CFDT traite la question du vieillissement? D'abord, la CFDT, et ça lui est suffisamment reproché, elle ne s'interdit pas de traiter des questions vues parfois comme étant simplement des questions sociétales. Moi, je pense que la question du vieillissement, c'est aussi une question sociale. Mais on ne s'interdit pas de regarder plus largement que ce qu'est le cœur de métier traditionnel du syndicalisme tel qu'on le connaît. Et je tiens à dire que les travailleurs sont concernés. Ils sont concernés parce qu'ils vieillissent, comme tout le monde, mais ils sont concernés parce qu'ils ont aussi des parents, et de plus en plus, dans certaines entreprises où les moyennes d'âge sont de plus en plus fortes, on a des salariés qui doivent faire face à des situations compliquées concernant leurs parents. Donc c'est une préoccupation forte de la CFDT, c'est ajouté au fait qu'on a aussi une CFDT retraitée qui a fait de la question du vieillissement son cheval de bataille depuis maintenant longtemps. Et donc ça fait longtemps qu'on porte des propositions avec les agents et les salariés du secteur, avec les retraités CFDT et avec l'ensemble des salariés qui sont travailleurs préoccupés par ce sujet. On porte une vision, on essaye de regarder ce qui se passe et de porter des propositions. Et donc, on a pris des positions très claires depuis longtemps maintenant, dans le cadre de nos débats internes, sur le vieillissement. Et on a, du coup, on s'est exprimé. On s'est exprimé avec d'autres, avec Thierry Baudet, sur ce sujet. On s'est exprimé aussi avec le Pacte du pouvoir de vivre. Le Pacte du pouvoir de vivre, c'est une alliance de 66 organisations aujourd'hui, 19 au départ et 66 aujourd'hui, qui essayent de montrer que les enjeux de transition écologique, les enjeux de justice sociale et les enjeux démocratiques ne sont pas des enjeux contradictoires. Au contraire, c'est des enjeux complémentaires et que c'est une façon d'aborder un peu différemment notre modèle de développement, notre modèle de société. Donc on a fait 66 propositions et parmi celles-ci, des propositions concernant évidemment le vieillissement. Et donc c'est pour ça que la CFDT porte depuis longtemps l'ambition d'une loi. Alors j'allais dire deux lois parce qu'il y en a une déjà sur laquelle on avait pesé, et qui intègre l'ensemble, l'entièreté, j'ai envie de dire, de ce que devrait être une loi autonomie ou une loi vieillissement. C'est-à-dire la question de la prévention et du maintien au maximum de dignité pour les personnes âgées, la question de la réaffirmation de l'utilité sociale des personnes âgées, des seniors, afin de lutter contre l'isolement, mais aussi de lutter contre une image dégradée dans la population parfois, en tout cas dans le débat public, de ce qu'est le vieillissement. La question de la reconnaissance et de la qualité de vie au travail des professionnels, enfin, pour nous, c'est complètement imbriqué dans la question de la prise en charge du vieillissement, la reconnaissance du rôle d'aidant, il y a eu quelques avancées mais insuffisantes, et puis la question du financement. Alors je traite des sujets que vous connaissez par cœur, mais je dis ça d'un seul coup pour dire que pour nous, c'est dans une loi aujourd'hui autonomie que ça doit être pris en compte. Et on a bien compris que cette loi autonomie, elle n'arriverait pas. La semaine dernière, on a interpellé, lors de notre bilatéral, le Premier ministre sur le sujet, et on a compris que finalement, ça ne serait pas pour maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des mesures dans le PLFSS, mais vous voyez bien que, et sur l'enjeu sociétal et social que représente l'enjeu du vieillissement, et sur l'entièreté du sujet, ce n'est pas dans un PLFSS uniquement qu'on peut traiter de ces enjeux-là. Justement, je voulais à l'origine vous interroger sur la loi Grand Âge, mais vous venez déjà de répondre en partie la loi Grand Âge il y a 15 jours quand on a commencé à dialoguer ensemble. La loi Grand Âge était encore un peu d'actualité. On commence à y croire de moins en moins. Là, aujourd'hui, on est certain qu'il n'y a plus de loi Grand Âge. Vous venez de faire référence à un élément qui n'est peut-être pas connu de toute la salle parce que c'est tombé, je crois, vers 14-15 heures. C'est que devant les journées parlementaires de LRM, aujourd'hui même à Angers, le Premier ministre s'est exprimé sur cette question en expliquant qu'il y aurait des mesures autonomie dans le PLFSS. Sous-entendu, il n'y aura pas de loi Grand Âge, donc je ne sais pas ce qu'on pourra y mettre dans le PLFSS, mais peut-être là-dessus, est-ce que vous regrettez cette espèce de procrastination, puisque ce projet de loi a été promis par le Président de la République il y a 3 ans? Comment vous avez suivi ces 3 dernières années? Est-ce que dans vos négociations, ou en tout cas dans vos dialogues avec le Premier ministre, cette question est venue de manière récurrente? Est-ce que
cette espèce voilà, de remise à plus tard vous étonne ou vous agace? Et à quel moment, et c'est peut-être surtout ça au fond qui nous intéresse, à quel moment allez-vous, vous, centrale syndicale, être en capacité d'en faire un sujet pour la prochaine présidentielle? Puisqu'au fond, maintenant, une fois qu'on sait qu'il n'y aura plus de loi pendant ce quinquennat, est-ce que vous pouvez porter l'enjeu d'un sujet qui serait au cœur, demain en tout cas, de l'élection présidentielle? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Est-ce que ça agace? Ce n'est pas une question d'agacement. Vous imaginez bien que si la CFDT, la semaine dernière, dans une réunion avec le Premier ministre une bilatérale de rentrée, aborde la question de l'autonomie, c'est que c'est important pour nous. Parce que je ne vous raconte pas le nombre, évidemment, que vous connaissez aussi, le nombre de sujets qu'une rentrée comme celle-ci peut avoir dans le contexte que l'on connaît. Donc oui, agacement, c'est peut-être pas le bon terme, c'est une déception, c'est sûr, et c'est plus qu'une déception, c'est un désaccord. Non pas qu'on va se désintéresser de ce qu'il peut y avoir dans le PLFSS sur la question de l'autonomie, et non pas qu'il ne puisse pas y avoir des choses intéressantes. Mais encore une fois, ça ne traitera pas de l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer. Ça ne traitera pas du sujet de la reconnaissance des professionnels. Il y a eu des choses très importantes dans le Ségur et ensuite dans la mission Laforcade, et on y a œuvré. Donc il y aura des choses là-dessus, et on le saluera, parce qu'on y a participé et parce que c'est une bonne chose. Mais il n'y aura pas, malheureusement, des choses autour qui devraient y avoir dans une loi autonomie de notre point de vue, qui sont à la fois des choses autour de la reconnaissance en termes de qualité du travail des professionnels, et il n'y aura pas aussi, sans doute, un vrai débat sur le financement de ces mesures. Et donc on souffre depuis longtemps de refuser de regarder comment on pourrait financer les mesures d'une grande loi autonomie. Et pour nous, on a fait des propositions au gouvernement ces derniers temps sur le sujet, une harmonisation mieux pensée de la fiscalité en direction de la perte d'autonomie, l'élargissement de la contribution solidarité autonomie, une imposition, même si ce n'est pas populaire, des successions et transmissions au premier euro, une imposition des revenus financiers. Enfin, en gros, il faudra qu'on se dise comment on finance. Et ça, ce n'est pas dans le cadre du PLFSS qu'on va le faire. C'est une évidence. Enfin, ça me paraît évident que l'occasion, elle est loupée. Donc, est-ce que ça veut dire que l'ouvrage devra être remis sur le métier? Oui. Est-ce que ça veut dire que ce gouvernement n'a rien fait sur le sujet? Non. Ce serait scandaleux de le dire comme ça. Mais on voit qu'on a collectivement du mal à passer à une vraie loi autonomie, à prendre en charge réellement cette question sociétale qui est une question fondamentale. Donc, moi, je ne crois pas qu'on puisse répondre à cet enjeu-là simplement par les mesures du PLFSS. Donc, la présidentielle va être un moment important. Je crois qu'il faudra sortir du slogan. D'abord, en général, dans le débat public, il faut essayer de sortir des slogans. C'est souvent réducteur. Mais là, il faudra sortir de « faut-il ou non une loi autonomie ?» Il faudra se dire dans le débat public ce qu'on est capable de mettre dedans, ce qu'on veut mettre dedans. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Enfin, moi, je rappelle que les rapports, ce n'est pas ce qui manque, et souvent de très, très grande qualité. Le rapport à l'IBO, le rapport à El Khomri, on a franchement aujourd'hui de quoi faire en termes de matériaux. Donc maintenant, on pourra creuser, on peut souhaiter que dans le débat présidentiel, on creuse le contenu réel de cette loi autonomie si des candidats s'inscrivent dans cette projection-là. Et il faudra qu'on parle du financement, c'est absolument indispensable. Donc comment on va agir? Nous, on portera cette revendication. Les retraités CFDT, qui sont un peu notre fer de lance sur le sujet, le porteront aussi avec nous. Et dans le pacte du pouvoir de vivre, ça fera partie des propositions qu'on fera. Parce que pour nous, c'est totalement en lien avec cette vision de la société qu'on porte, c'est-à-dire une société beaucoup plus juste, beaucoup plus apaisée et qui prenne en charge l'ensemble des parcours de vie jusqu'au vieillissement. Et aujourd'hui, il y a encore une fois des choses qui ont été faites, mais c'est quand même encore très incomplet. Alors, vous êtes d'abord une centrale syndicale qui participait du dialogue social. Comment vous voyez dans cette branche, alors dont les contours sont parfois larges, mais disons la branche sanitaire, médico-sociale, vous venez de faire référence à Laforcade, il sera avec nous demain matin, il ouvrira la matinée de demain, parce que, vous l'avez souligné, la question de l'attractivité des métiers, la question de la gestion du Ségur, tout ça sont des questions absolument essentielles. On manque de personnel, encore faut-il que ce personnel soit bien formé, bien rémunéré. Donc là, avec votre casquette, j'allais dire, de partenaire des négociations sociales, il y a des partenaires de la CFDT dans les conventions collectives qui sont ici, dans les OPCO qui s'occupent de formation. Donc avec cet angle-là, quel est le point de vue de la CFDT dans ce dialogue social qui s'entame?
Bon, nous, qui sommes assez implantés dans ce secteur-là, quand on discute avec les professionnels, avec les personnes syndiquées ou non syndiquées, ils nous disent 3 choses. Ils disent qu'il y a besoin de sens, on veut remettre du sens dans notre travail, on a besoin de moyens, et on a aussi besoin de reconnaissance de ce qu'est notre rôle de professionnel. Et je vais dire comment on voit, quelles propositions on porte, mais je veux le dire aussi que tout ça n'a pas de sens, ne fonctionnera pas s'il n'y a pas un dialogue social et professionnel de qualité. Je le dis parce que je visite pas mal de structures liées au grand âge, d'EHPAD notamment, et à chaque fois, je suis frappé, d'un investissement professionnel très important, et d'une forme de souffrance, j'aime pas tellement ce terme, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais de sentiment d'être obligé de faire avec trop peu, quoi. Trop peu de moyens. Et ça ne nuit pas à l'investissement professionnel. Mais quand même, ça fatigue, une forme de fatigue. Et donc, si on veut revaloriser ces métiers du grand âge, il y a des questions salariales. On s'y est pas mal attelé, il faut le dire. D'ailleurs, de vous à moi, on parle de la mission Laforcade. Il y a aussi le dialogue social qui a produit dans le maintien à domicile des choses extrêmement intéressantes. On a signé ce fameux avenant 43 qu'on a eu tant de mal à faire agréer par l'État, mais qui va donner du plus aux aides à domicile dès le 1er octobre. Mais donc, la question salariale est importante, mais ça ne suffit pas. Il y a les questions de conditions de travail satisfaisantes. C'est un enjeu gagnant-gagnant, parce que bonnes conditions de travail, c'est service rendu beaucoup plus intéressant et surtout meilleur. Augmenter les effectifs de personnel soignant. La CFDT du secteur revendique 1 pour 1, à ajuster en fonction du degré de perte d'autonomie. Le fait de revaloriser les métiers existants, mais aussi d'inventer potentiellement de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'on voit bien. Moi, j'étais dans un EHPAD il y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était fin juin ou début juillet. C'est clair qu'il y a des métiers qui sont pluridisciplines d'une certaine manière. Parce que c'est pas d'un côté des personnels d'accompagnement, de l'autre côté des personnels d'animation, etc. On voit bien, donc il y a besoin de formation professionnelle, initiale, continue, et de promotion professionnelle. Je crois qu'on ne parle pas assez de dynamique, dynamique en termes de carrière. Et puis, il y a aussi des questions de temps de travail. Alors là, on est plus dans le secteur de l'aide à domicile, mais les temps partiels ou incomplets pèsent énormément sur l'attractivité des métiers. Et voilà, autant de sujets qui doivent être l'objet de dialogue social. Et c'est, encore une fois, améliorer la situation des professionnels de ce secteur, mais je sais que je plaide devant des convaincus, c'est améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes en situation d'autonomie. Et donc, moi, je crois que c'est ce discours-là qu'il faut tenir. On l'a tenu parfois de façon concomitante, enfin conjointe, je veux dire, auprès du gouvernement. La qualité de vie au travail et les conditions d'exercice des professionnels, c'est totalement en lien avec la façon dont, y compris les usagers, les personnes âgées, vivent aujourd'hui leur prise en charge. Voilà, et on ne pourra pas faire fonctionner nos structures si on ne s'engage pas dans ces réformes de façon extrêmement claire. Et il y a la création de la cinquième branche qui a été décidée. Eh bien, son rôle, c'est de leur en donner les moyens. C'est de donner les moyens d'aller là-dessus. Moi, je crois que les organisations syndicales, en tout cas la CFDT, est prête à aller sur cet enjeu-là. Elle est prête à s'engager dans le dialogue social, dans un secteur pas facile, parce qu'on part parfois de loin. Maintenant, il faut qu'il y ait du répondant de chaque côté et que les moyens, encore une fois, on ne fera pas sans qu'on choisisse, j'ai presque envie de dire, ouvertement, pas en loose day, de donner de financer le vieillissement et la perte d'autonomie. Merci. Dernière petite question, puisque vous avez une contrainte et puis que notre ami Jacques Attali vient d'arriver et qu'il en a une aussi. Vous parliez de votre visite dans un EHPAD, effectivement c'était au mois de juillet. Je me rappelle d'autant plus que c'est au lendemain de cette visite que je vous ai adressé un mail pour savoir si vous pourriez venir aujourd'hui. Et il y a eu quand même depuis 2 ans, 3 ans,
à la télévision, des reportages, dans l'ambiance générale, ce qu'on a appelé dans notre secteur l'EHPAD bashing, c'est-à-dire au fond des critiques très virulentes contre les établissements, contre l'enfermement, contre le business, contre voilà, toute une série de termes qui ont fait le titre d'émissions de télévision dénonçant d'une manière ou d'une autre les EHPAD. Vous êtes intervenu à un moment donné pour dire stop là, dans un communiqué de la CFDT il y a quelques mois de ça. Juste voilà, votre commentaire là-dessus, c'est-à-dire que à quel moment vous vous êtes dit que ça commençait à suffire et que le modèle même de l'EHPAD, au-delà des personnels qui œuvrent, méritait d'être défendu par la CFDT? D'abord, moi, c'est le secret pour personne. J'aime pas les lynchages. Je méfie énormément d'espèces d'effet de mode qui fait qu'on ne traite pas sur le fond et sur la durée des sujets. Et à un moment donné, on prend une cible et on joue la facilité. J'ai horreur de ça. On a vécu une période, il faut se le dire, où on a été mis en exergue beaucoup de manquements, et qui n'étaient pas le fait forcément des directions, ni forcément des professionnels, qui était le fait de choix de société qu'on n'avons pas opérés et qui, à un moment donné, se révélaient, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, éclater en plein jour. Et là, on a eu un EHPAD bashing extrêmement important. Et nous, ce qui nous est remonté des salariés et des adhérents de la CFDT dans ce secteur-là, c'est de dire stop. On en prend, excusez-moi l'expression, un peu plein la gueule quand même au boulot en ce moment parce que c'est dur. On vit, beaucoup de décès quand même, des pressions des familles, une intensification du travail, et on est en train d'expliquer qu'en fait, on est en train de gérer des mouroirs et qu'on le fait sans humanité et même sans beaucoup de conscience professionnelle. Et donc à ce moment-là, nous on a dit stop. On a dit stop, c'est pas la façon. Ça ne veut pas dire qu'on porte pas une critique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où ça s'est mal passé et c'était intolérable, mais on ne veut pas tomber dans la caricature et c'est ce qui a été fait à certains moments. Et quand on connaît l'engagement des salariés, et encore une fois, c'est pas, je ne fais pas de jeu de tribune, moi. J'y vais régulièrement dans les EHPAD. Parce que je trouve que c'est en plus, je vais vous le dire franchement, un des endroits où les échanges avec les salariés sont souvent très très riches. On voit que ce qui a été décrit à ce moment-là n'était pas exactement la réalité quand même. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y avait pas de difficultés. On connaît l'engagement des salariés. Je crois que, sauf si vous m'apportez de la contradiction là-dessus, mais enfin que c'est quand même une réalité largement partagée. Il y a une forme d'engagement à ce que les résidents vivent mieux. Et donc, nous, on ne voulait pas spécifiquement défendre un groupe, ce n'est pas le sujet. On nous a dit, vous défendez un groupe, en plus c'est un grand groupe, etc. Non, nous, on voulait défendre les salariés. Les salariés et les professionnels, y compris vous d'ailleurs, qui tous les jours vous engagez sur le sujet. Et donc, dire ça rend plus légitime de dire qu'il faut améliorer la qualification des salariés, l'accompagnement des salariés, leur reconnaissance, les conditions d'hébergement, qu'il faut s'interroger sur le reste à charge, etc. Lorsque vous n'êtes pas dans la caricature et vous dites, attendez, parce qu'au bout d'un moment, l'EHPAD bashing tel qu'il se développait à ce moment-là, ça pouvait amener quoi comme conclusion? On ferme tout et puis on voit ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Donc, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la débilité, excusez-moi, mais il ne faut pas tomber dans la facilité non plus. Si on veut que ces établissements, si on voulait à ce moment-là que ces établissements redeviennent, à la sortie de la crise sanitaire, des lieux où les familles avaient envie de mettre les personnes âgées, si on voulait qu'il y ait l'attractivité des métiers et des professionnels qui aient envie de s'investir, il fallait dire la vérité telle qu'elle était. Puis ça nous rendait plus légitimes pour aussi nous engager dans la mission Laforcade, dans les propositions qu'on a faites. Donc voilà, ce n'est pas des positions les plus faciles parce qu'on s'est fait bien taper à ce moment-là en disant qu'on était des naïfs. Je peux vous assurer que nous ne sommes pas du tout des naïfs, mais je ne crois pas qu'il y a besoin de dépeindre la situation en noir pour essayer de l'améliorer. Au contraire, il faut regarder les choses telles qu'il en est. Et puis encore une fois, beaucoup de salariés et d'agents nous ont dit qu'à ce moment-là, ils se sentaient heurtés, blessés, et le rôle d'une organisation syndicale, c'est de les défendre. Merci beaucoup. Je vous remercie.